Comme vous le savez, en matière d'égalité, nous n'avons pu avancer que parce qu'il y avait des obligations légales. Depuis maintenant 2010, il y a des sanctions financières pour des entreprises d'une certaine taille qui ne mettent pas en place des politiques, soit plan d'action, soit accords négociés. Donc nous nous sommes dit, on ne peut pas durablement porter ces questions d'égalité dans les entreprises, mais dans l'ensemble des organisations, si finalement nous n'impliquons pas les hommes. D'où l'intérêt de construire aussi des argumentaires pour dire, non seulement vous ne serez pas perdants, messieurs, mais peut-être que vous serez gagnants, ou en tout cas vous pourrez trouver quelques bénéfices. Et puis le fait d'aborder la question de l'égalité pour les hommes, c'est aussi d'ouvrir de nouvelles problématiques qui restaient peut-être un peu tabous. Avec ces difficultés, c'est que le monde de l'entreprise reste fondamentalement un modèle de compétition, un modèle de performance. Quand vous reprenez toute la terminologie, effectivement, dans la communication des entreprises, vous avez une communication très guerrière, très viriliste. C'est finalement, c'est marche ou crève, et on le voit bien dans les négociations pour les commerciaux, voilà, on est obligé d'écraser son adversaire et on ne raisonne que dans des logiques, effectivement, où si l'un avance, c'est au détriment de l'autre. Alors, dans les normes dites masculines, les chercheurs les présentent, disent qu'il y en a 4 ou 5. Donc, il y a, première des normes, éviter le féminin. Hein, c'est tout, quand on est un homme, on en a. Hein, vous voyez tout ce à quoi je peux faire référence. Et donc, dès lors qu'on va avoir une attitude, une tenue vestimentaire, une relation avec ses collaborateurs qui s'apparenterait à de la bienveillance, je dirais à ce qui pourrait apparaître de la féminité, on n'est plus un homme. Autre point qui est un point aussi important, c'est que quand on est un homme, on n'exprime pas d'émotion, de faiblesse, ne jamais montrer de faille dans l'armure. Hein, c'est ce qu'on a, voilà, le syndrome d'Atlas où finalement on encaisse, on subit. Voilà. Et là, c'est cette difficulté pour les hommes à pouvoir exprimer des fragilités. Vous avez peut-être vu des collègues, des personnes pleurer, c'est plutôt des femmes dans l'entreprise. Est-ce que ça vous est arrivé de voir un homme pleurer? En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. En mettre plein la vue, c'est aussi, je dirais, la suite de l'autre norme, toujours ce besoin de se mettre en compétition. Hein, compétition de manière individuelle, c'est prendre des risques. Hein, c'est la valorisation des risques. Et ça, nous verrons tout à l'heure que cette norme dite masculine a des conséquences extrêmement préjudiciables pour les entreprises, pour les individus, notamment en termes de santé. Et puis, dernier point, cette logique de clan, ce besoin d'être entre soi, hein, et donc de passer beaucoup de temps dans les réseaux, professionnels notamment, mais pour avoir cette reconnaissance, puisque les hommes qui n'investissent pas les réseaux peuvent être marginalisés. Parce qu'à défaut d'adopter ces normes, finalement, on va pouvoir être marginalisé. Et donc, en disant ça, ça veut dire que les hommes payent le prix fort de cette injonction à ce que nous appelons les normes masculines. Voilà. Nous n'arrivons pas en France à impliquer les petites entreprises, les TPE sur ces questions d'égalité. Ça reste quand même l'affaire des grandes multinationales, des grandes entreprises, des grandes collectivités. Hein, mais que les acteurs de terrain, ceux que vous côtoyez, ont 1000 sujets plus prioritaires à traiter que la question de l'égalité. Préalable dans le fait d'avoir une accroche pédagogique en direction des hommes, pour en faire des sujets, et des acteurs d'égalité, c'est qu'il y a une reconnaissance quand même des inégalités que peuvent subir les femmes. Et je dis ça parce que très souvent, malheureusement, il y a négation des inégalités, même d'hommes très engagés. Et donc la question de l'implication des hommes passe par le fait aussi d'une identification du problème qui touche les femmes, que ce soit sur les questions de discrimination à l'embauche, les salaires, les violences. Hein, il y a un sujet complètement tabou que sont les violences sexistes. Hein, Brigitte Grésy appelle ça le sexisme au quotidien, les blagues douteuses, et on ne fait même plus attention parce qu'on part de l'idée, ça s'est toujours fait comme ça,
et je suis dans un monde d'hommes et je dois accepter malheureusement cette violence masculine. Et donc il n'y a même plus de recherche finalement d'interrogation sur ces questions-là, parce qu'on part du postulat, dans la politique, de toute façon il y aura de la violence, dans le monde de l'entreprise il y aura de la violence, est-ce que c'est quelque chose qui peut être accepté ou pas, mais encore faut-il avoir conscience de cette violence verbale, physique, qui passe par des sous-entendus, etc., mais qui reste encore fortement présente dans un certain nombre de lieux de pouvoir. C'est donc la question du sexisme et la question des violences conjugales, qui a du mal à être traitée, je dirais, dans la sphère privée. Quelques entreprises ont une réflexion sur le fait de mettre en débat la question des violences conjugales. Alors, accessoirement, on s'est rendu compte que là où les femmes étaient très majoritaires, c'était des métiers où les compétences n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. C'était des métiers où les salaires étaient beaucoup plus faibles. Et là, vous avez d'ailleurs un rapport du Défenseur des droits qui met en exergue cette problématique. Et donc, le prétexte à ce qu'on appelle les stratégies d'évitement des hommes. Donc, je mets en avant le fait, les contraintes de l'entreprise pour échapper aux contraintes domestiques. Il y a une violence masculine taboue dans le sens où cette violence s'exprime vis-à-vis des femmes, mais elle s'exprime vis-à-vis des hommes. Ce qu'on appelle l'injonction à la virilité. Et c'est vrai que tout dans le parcours du garçon va le ramener à cette injonction à la virilité. C'est les bagarres dans la cour de récréation, c'est les activités sportives qu'on va choisir pour effectivement soit viril, soit plutôt, et donc le foot, le rugby, pour bien montrer qu'on s'inscrit dans cette virilité. Pour ceux de ma génération, c'était le service militaire, qui était aussi cette maison des hommes, voilà. Et là, pour reprendre les propos de Christophe Dejour, qui parle de ce qu'il appelle le cynisme viril, le besoin de faire le mal, MAL, pour être reconnu comme étant un mal. Le sujet de l'égalité nous amène à un sujet pas plus fondamental, mais tout à fait passionnant, qui tourne autour des fragilités, des vulnérabilités. Pendant très longtemps, on considérait que la femme était fragile parce que vulnérable. Il fut un temps où le fait d'avoir ses règles ne lui permettait pas de prendre des responsabilités. Aujourd'hui, c'est la parentalité, mais bientôt, ça sera les aidants, c'est-à-dire la prise en charge de ses parents. Mais que si on analyse les choses, tous les individus auront à un moment donné de leur vie des éléments de fragilité. Ça peut être un divorce, ça peut être une addiction au jeu, des pratiques de surendettement. Soit l'entreprise accepte le fait que ses salariés, quelle que soit leur situation professionnelle, familiale, leur parcours, auront des fragilités. Et à ce moment-là, on ne va pas les rejeter. On va plutôt intégrer ces fragilités et en faire, je dirais, non pas un outil de performance, mais en tout cas une réflexion collective et faire en sorte que l'entreprise performante intègre ces fragilités individuelles. C'est toute la réflexion sur le care management. Il y a des réflexions tout à fait passionnantes sur ce concept de care management. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup intéressé les hommes aux questions d'égalité par la parentalité en leur permettant finalement d'avoir une vie de famille. Mais vous avez vu que l'implication des hommes allait très au-delà. Donc très clairement, les hommes doivent s'autoriser à avoir une vie de famille. Quid des dirigeants de PME, TPE, quid des artisans. Et là, nous nous rendons compte que nous sommes encore dans ce qu'on appelle, nous, un modèle sacrificiel du pouvoir, à savoir que quand on est dirigeant d'un parti politique, d'une collectivité, d'une TPE, d'une entreprise artisanale, eh bien, il n'est pas pensable d'avoir une vie de famille quand on est un homme. Quand on s'exprime, quand on discute avec des dirigeants de PME, on arrive à trouver à droite, à gauche, alors de manière marginale, des dirigeants qui se sont dit « je ne suis pas indispensable, ma responsabilité c'est d'organiser des systèmes de délégation, parce que si un jour ça va mal, j'ai un infarctus, etc., ma responsabilité c'est de faire en sorte que l'entreprise puisse me survivre. »